que je vois souvent en clinique, étant donné que le soleil vous aide à produire de la bêta-endorphine, ben, pour la même condition douloureuse, pour la même condition inflammatoire, vous allez ressentir beaucoup moins la douleur que si vous voyez jamais le soleil puis votre cycle est désynchronisé. Bonjour tout le monde. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je discute avec mon collègue Michel Loranger, docteur en chiropratique, d'un sujet essentiel mais encore trop méconnu, l'impact de la lumière sur notre santé. On explore comment le soleil et la lumière artificielle affectent notre santé, que ce soit via notre sommeil, notre énergie, notre poids ou même notre humeur. Préparez-vous à découvrir des stratégies simples mais puissantes pour optimiser votre environnement lumineux au quotidien. Bonne écoute. Bienvenue à Max Wellness dans l'épisode d'aujourd'hui. J'ai l'honneur d'avoir Michel Loranger, en fait, docteur Michel Loranger, chiropraticien, qui est un collègue à moi, bon ami aussi, qui est un expert, selon moi, en termes de... dans le volet même de la francophonie, en lien avec la lumière et son impact sur la santé. Tu es ma référence, du moins, là, quand j'ai des questions très techniques ou plus poussées. Tu es le premier à qui je vais envoyer un courriel ou un petit message par rapport à avoir ton input sur est-ce que ça fait du sens, comment tu vois ça, ou m'acheter un truc en lien avec la lumière, que ce soit des appareils avec la lumière rouge sur l'infrarouge. Là, j'ai souvent eu recours à tes connaissances. Donc, ça fait longtemps là, que je veux qu'on fasse un épisode ensemble sur la lumière. Le but est vraiment de sensibiliser le public, mais aussi les professionnels de la santé là, dans nos pratiques respectives en termes de santé globale, sur l'importance de l'exposition à la lumière, puis de faire la distinction entre justement la fameuse lumière naturelle du soleil de l'extérieur et la lumière artificielle. On en entend de plus en plus parler, la fameuse lumière bleue, les lunettes, et aussi on voit beaucoup de produits passer, du moins c'est peut-être mon algorithme là, qui m'expose à plein de trucs, mais selon mes intérêts, mais avec la lumière rouge qu'on entend souvent parler aussi. Bref, j'espère qu'on puisse un peu démystifier ça ensemble, clarifier certains points aujourd'hui ensemble là-dessus, puis éduquer aussi les gens sur les impacts biologiques de la lumière sur la santé, qui est souvent, je dirais même, primordial, et de considérer justement dans toutes les problématiques de santé chronique, que ce soit le sommeil, l'énergie en général, l'humeur, l'impact sur les hormones, le fameux rythme circadien. Donc, et évidemment, donner des stratégies concrètes là, par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est un gros mandat, mais je suis certain qu'on va réussir à tout remplir ça. Puis d'abord et avant tout, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Bienvenue sur le podcast. Et si on pouvait commencer avec une petite introduction, là, c'est qui Michel essentiellement? C'est quoi ton parcours? Puis qu'est-ce qui justement fait que la lumière et tous ces impacts sur la santé a vraiment piqué ton intérêt puis qui est devenu une passion essentiellement? Cool, ouais, ben merci de m'avoir invité au podcast, Max, déjà pour commencer. Ben écoute, comme toi, j'ai fait un doc en chiro à l'UQTR. Pourquoi je me suis intéressé à la santé à la base, c'est que j'étais un enfant quand même assez malade, puis il a fallu que j'aille plusieurs fois par année à Sainte-Justine à Montréal, l'hôpital pour enfants. Puis j'ai toujours trouvé ça bizarre, même enfant, que qu'on soit autant malade, puis même qu'à l'état où on est supposé naître puis venir au monde déjà super en santé avec tout ce qu'il nous faut, il y avait des enfants qui naissaient puis qui allaient vraiment pas bien. Fait que tu sais, déjà là, ça a piqué ma curiosité. Fait que c'est pour ça que j'ai fait comme sciences nature puis doc en chiro. Puis à chaque fois que j'appliquais quelque chose de nouveau, mettons le sport, la nutrition, la supplémentation, tu sais, j'avais toujours un gain, mais je finissais toujours par atteindre comme un plateau. Puis si je faisais pas cette chose-là, exemple, la nutrition parfaitement, ben tout de suite, ça retombait. Puis j'ai toujours essayé de creuser pour en savoir plus, puis qu'est-ce que je peux faire de plus. Puis à un moment donné, je suis tombé justement sur la lumière. Puis une fois que j'ai eu corrigé ça, ben non seulement tout s'est amélioré, mais en plus, là, j'ai commencé à avoir du jeu avec le reste. Fait que même si ma nutrition était parfaite, je retombais pas dans l'état que j'étais avant. C'est un peu comme ça que j'ai découvert la lumière. Très cool, écoute, parce que c'est ça, j'ai vu qu'on c'est comme ça un peu qu'on a fini par s'en parler aussi. On suit beaucoup de gens, là, dont Dr. Jack Cruz, que probablement certains auditeurs vont reconnaître, Sarah Kleiner, bref, des grands podcasteurs, beaucoup. C'est pour ça que je dis, pour moi, tu es ma référence francophone, parce que c'est beaucoup des gens qui en parlent sur des podcasts et tout. C'est un sujet qui, je pense, gagne à être connu puis qui prend beaucoup, beaucoup d'ampleur parce que, comme tu le dis bien, il y a beaucoup de gens qui, dans le volet de la santé globale,
de la nutrition. Puis Jack Kruse en parle aussi souvent beaucoup, mais le volet à quel point la lumière, c'est un peu même, je dirais, dans le futur proche, j'espère d'une certaine façon, va être encore plus considéré même d'abord et avant tout, avant même tout le reste qui devient un peu plus secondaire, l'alimentation, la nutrition, etc. Lui, il y a des positions souvent un peu plus extrêmes et autres, mais j'aime pouvoir mettre ça en contexte, puis je le vois aussi autant dans ma vie personnelle, puis je suis content que, puis je suis certain que tu vas pouvoir nous en parler un petit peu plus, même peut-être avec des expériences de clients, patients, etc. Mais je trouve ça super le fun. Puis mettons qu'on revient aux bases, là, pour mettre les gens en contexte. Si on revient à des définitions de la lumière, qu'est-ce qu'on entend par la fameuse lumière, mettons, versus, on entend souvent parler de la lumière bleue versus la lumière du soleil. Comment on fait la distinction entre la lumière naturelle et artificielle? La lumière, c'est une énergie qui fait partie du spectre électromagnétique. Donc, ce spectre-là, d'un côté, vous allez avoir les rayons gamma. Après ça, vous allez avoir les rayons UV qu'on ne détecte pas à l'œil nu. Vous allez avoir la lumière visible qui est les 7 couleurs de l'arc-en-ciel que souvent les gens ont en tête quand on parle de lumière. Puis de l'autre côté, vous allez avoir infrarouge qu'on ne détecte pas non plus avec l'œil. Puis vous allez avoir les micro-ondes et les ondes radio. Donc, la lumière naturelle, en fait, on parle de ce que le soleil émet puis qui se rend jusqu'à la Terre. Donc, vraiment la surface de la Terre où nous, on habite. Puis ça inclut les rayons UV, la lumière visible puis la lumière infrarouge. Donc, c'est un spectre complet avec une répartition de la lumière vraiment différente de ce que nous, on a créé, les êtres humains. Quand on parle de lumière artificielle, ben là, on inclut tout ce qui a été fait par un être humain. Pensez à vos écrans de téléphone, votre écran de télévision, d'ordinateur, les globes d'aile, les fluorescents, les incandescents. Donc ça, ce sont toutes des sources de lumière artificielle qui n'incluent pas l'entièreté du spectre. Puis plus ça va, ben avec le réchauffement climatique puis l'économie d'énergie, ben on va de plus en plus vers un spectre qui est aminci pour maximiser l'efficacité en termes de vision puis minimiser le coût d'exploitation de ces globes-là. Mais malheureusement, plus ça va, le moins le spectre qui est complet, plus il est isolé. Puis c'est là qu'on commence à avoir des problèmes de santé à cause de ça. 100%. Puis je pense même dans ce volet-là, comme tu dis bien, extrême, ça va à vitesse grand V. Je pense même que les gens commencent déjà à avoir des impacts, ça devient un peu plus mainstream. Tu sais, si on part de, bon, je suis vraiment pas top en termes d'histoire. J'ai vu un documentaire récemment, là, remake d'un documentaire, mais plus avec Thomas Edison et compagnie, et comment l'ampoule essentiellement est née avec toute la course à tout ça. Mais ça fait relativement dans notre évolution, c'est très récent là, d'une certaine façon. Puis comme tu dis, bon, les fameuses vieilles ampoules incandescentes qui sont de plus en plus rares et je crois qu'ils vont être appelées à disparaître, du moins, j'espère pas, mais bref, comme tu dis, c'est qu'il y a souvent une perte de chaleur, donc perte d'énergie, mais le flip side de ça est qu'on diminue beaucoup le spectre de lumière auquel on est exposé. Puis non seulement avec les technologies, on est exposé à de la lumière, même une fois que le fameux soleil est couché. On peut être sur nos ordinateurs, nos écrans. Là, on ne parle plus juste d'avoir une ampoule allumée. On parle de beaucoup de ressources de travail qui peuvent devenir une ligne un peu brouillée entre OK, ouais, j'ai réellement quelque chose à faire, j'ai un courriel à répondre ou autre, et cette fameuse exposition-là chronique. Là. Ne serait-ce que si je repense même aux télévisions de là, 20 ans, 30 ans, à maintenant, la grosseur, l'incandescence et le volet de la luminosité, on est ailleurs complètement. Là. Fait que ce qu'il faut se rappeler, je pense, c'est que la lumière, puis j'aimerais ça que tu puisses peut-être développer un peu plus là-dessus, c'est vraiment plus toi l'expert qui peut mettre des mots là-dessus, mais pourquoi la lumière, c'est un signal, on dit souvent que c'est un signal biologique. C'est quoi le lien justement avec le fameux cycle circadien? Quel impact ça peut avoir sur la régulation hormonale et ainsi de suite? Ouais, ben dans le fond, dans le corps humain, il y a ce qu'on appelle un rythme ou un cycle circadien. Puis ça représente les 24 heures du jour puis de la nuit dans le corps. Donc, on est supposé activer ou désactiver certaines fonctions cellulaires, dépendamment il est quelle heure. Puis votre cerveau se synchronise à ce cycle-là à partir de 3 signaux principaux. Le premier, c'est le cycle lumière-noirceur. Le deuxième, c'est l'apport en nutrition. Puis le troisième, c'est les changements de température interne-externe. Le plus important, c'est la lumière. Donc, une fois que le soleil se lève, bien, évidemment, dans la nature, il commence à avoir de la lumière. Puis, contrairement à nos globes à nous qui restent constants toute la journée, bien, le soleil va émettre un spectre qui va changer avec les heures de la journée. Par exemple, au lever du soleil, ça va être des couleurs très chaudes. Vers midi, ça va être des couleurs plus froides. Puis, au coucher du soleil, ça va revenir des couleurs plus chaudes. Fait que ces changements-là permettent à votre œil, à votre cerveau de comprendre quelle heure de la journée et d'activer ou de désactiver les fonctions appropriées au bon moment.
C'est comme ça qu'on est capable de régulariser l'entièreté, je peux dire, des fonctions humaines. Au niveau de la production hormonale, pour la plupart d'entre vous qui écoutez, vous avez sûrement déjà passé des prises de sang. Il y a des raisons pourquoi on fait certains tests à certaines heures, parce que justement, ça concorde avec les heures de production hormonale normale du cycle circadien. Donc, une fois que le signal lumineux atteint votre rétine, ça s'en va à un noyau au niveau du cerveau qu'on appelle le noyau suprachiasmatique. C'est vraiment important de se rappeler du terme, il va y avoir un examen tantôt. Puis à partir de ce noyau-là, il va y avoir différents signaux qui vont être envoyés à votre axe hormonal. Fait que ça va toucher votre glande pituitaire ou adénohypophyse, ça va aller toucher votre thyroïde, vos glandes surrénales, puis tout ce qui est glande en lien avec les hormones sexuelles. Fait que c'est vraiment le signal lumineux le matin qui va partir cette cascade-là. Ben, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, comment justement, si on peut donner quelques exemples concrets, à quel point justement l'environnement qui est rendu un petit peu plus avec la lumière artificielle, comment ça peut venir affecter adversement ce fameux rythme-là c'est ça. Une des hormones que la plupart des gens connaissent associées avec le stress, c'est le cortisol. Le cortisol, ça a une mauvaise réputation ces temps-ci, mais c'est une hormone qui est super importante. Puis normalement, votre pic de cortisol va arriver le matin avec le lever du soleil. Fait une fois que l'œil va détecter le lever du soleil, le cortisol va monter à son maximum de la journée, puis tranquillement, pas vite, va redescendre jusqu'au lendemain matin. Donc, cette hormone-là est faite pour vous réveiller, en fait, pour vous donner envie de vous activer, de bouger. Ça a aussi un effet anti-inflammatoire. Fait que pour les gens qui ont de la misère à se réveiller le matin et qui doivent snoozer plein de fois avant de partir, souvent, c'est parce que votre pic de cortisol il est soit pas adéquat ou pas au bon moment. Fait que si, au lieu de vous lever le matin puis de voir le lever du soleil, vous restez au lit, puis tard dans la journée puis le soir, vous êtes devant une lumière artificielle vraiment intense, mais là, ça se peut que le soir, votre pic de cortisol arrive. Puis là, à ce moment-là, ça, c'est les gens qui, soudainement, ont un regain d'énergie, sont pas capables d'aller se coucher, puis ils ont envie d'être actifs le soir. Mais ça, c'est un exemple de comment avoir la bonne hormone au mauvais moment peut amener des symptômes dans votre journée. C'est tellement un exemple ô combien simple, je pense, qui est facile à comprendre pour les gens. Puis c'est quelque chose je ne sais pas pour toi, mais je suis certain que c'est la même chose, mais dans ma pratique clinique, autant qu'avec dans mes clients en coaching et tout, souvent, toujours, on aborde des habitudes de vie et tout, mais souvent, ça revient souvent au 21e siècle, la fatigue chronique. C'est quelque chose, le fameux, le matin, faut que je me réveille, on snooze 2-3 fois. Justement, difficulté avec le cortisol, ce qu'on appelle une courbe déréglée de cortisol. Donc, le matin, on est brûlé, mais là, plus la journée avance, le soir, on est comme, je vais vraiment me coucher de bonne heure à soir, let's go. Puis là, on arrive le soir, puis si on passe notre endormissement, qui est des fois un petit peu trop tôt à notre goût avec tout ce qu'on a à faire, genre 7-8 heures, là, on le passe, puis c'est comme, il me semble, ce matin, je m'étais dit que j'allais me coucher vraiment de bonne heure, puis là, il est 10 heures, puis je suis wired, qu'on appelle. C'est hyper fréquent. Puis souvent, traditionnellement, même encore à ce jour, là, mais en début de pratique, je misais beaucoup sur, OK, on va rétablir ça, soit avec des suppléments, avec des herbes qui ont été prouvées, démontrées, qui vont rétablir cette courbe de cortisol-là, puis qui a des super bons résultats. Puis c'est comme tu dis, par contre, par rapport à ton exemple de tantôt, des fois, on a comme des plateaux. Puis des fois, j'étais comme, soit que le patient ne me dit pas quelque chose ou autre, ou justement, il y a vraiment plus de stress que ce que je pense. Puis c'est souvent le cas, là, on s'entend. Mais une fois qu'on aborde ça, des fois, il y a quand même des plateaux qui sont là. Puis ce que j'ai remarqué, c'est en faisant des petits changements relativement basiques, mais sortir dehors, puis surtout les 5 dernières années, hein, les gens ont été beaucoup plus en télétravail, à l'intérieur, etc. Ils peuvent passer leur journée sans sortir dehors. Puis, des fois, juste de faire des petits tweaks comme ça, sors le matin, essaie de t'exposer un petit peu plus, va marcher ton chien, etc. Après tout, on est des êtres qui ont évolué dehors. On est fait pour être dehors la plupart du temps. Ça a fait des gros changements. C'est ça que j'aimerais peut-être qu'on aborde un petit peu, là. C'est quoi les genres d'erreurs que tu vois souvent, soit chez les gens ou par toi-même dans ton expérience perso? Puis quel genre de petits tweaks, là, optimisation on peut faire au quotidien pour vraiment aller chercher un effet bénéfique pour notre santé dans un monde moderne où est-ce qu'on est justement appelé un petit peu plus à être à l'intérieur de un, mais aussi qu'on est exposé à une panoplie de sources de lumière artificielle.
Je sais pas si je dirais que c'est des erreurs de base parce que le sujet est tellement pas connu que les gens savent même pas qu'ils font quelque chose qui leur nuit. Fait que c'est quoi les choses? Puis ce qui est vraiment le fun en lien avec la lumière, c'est qu'étant donné qu'on touche à de la biophysique, ça a un effet qu'on appelle non linéaire. Donc, c'est pas comme en pharmaceutique où une petite dose d'un médicament va faire un petit effet, une grosse dose va faire un gros effet. La lumière, vous faites une petite exposition, puis ça peut avoir des effets vraiment majeurs. Fait que vous n'avez pas besoin de changer les 24 heures de votre journée pour vraiment aller tirer des bénéfices. Fait que des fois, ça peut encourager les gens justement à se mettre en action. C'est que même si vous faites un petit quelque chose, ça se peut que ça fasse des changements assez majeurs. Là où la lumière va avoir un effet le plus néfaste, c'est souvent le soir, une fois que le soleil est couché, parce que en nature, ben, il n'y a plus de lumière de présente autre que le reflet du soleil sur la Lune quand la Lune est présente. Donc, normalement, c'est des signaux que votre corps a pour aller se coucher, se relaxer, commencer la sécrétion de mélatonine, puis vous assurer un sommeil réparateur. Fait que souvent, la grosse erreur ou le moment de la journée qui va avoir le plus d'impact négatif, quand on ne fait pas attention à la lumière dans notre environnement, c'est une fois que le soleil est couché. Fait que quand les gens arrivent à la maison le soir, puis qu'ils allument toutes les lumières ou qu'ils passent leur soirée devant Netflix, puis après ça, ils essaient d'aller se coucher, ben c'est sûr que vous n'aurez pas un sommeil idéal. Fait que, on pourra reparler tantôt de comment se protéger de tout ça. Puis sinon, ben, l'autre moment clé de la journée, c'est le lever du soleil. Parce que comme je disais tantôt, le soleil, le spectre qu'il va émettre va changer avec les heures de la journée. Puis le signal du matin est vraiment particulier. Fait que même si votre cycle circadien est complètement débalancé, le fait d'aller voir le lever du soleil, c'est comme appuyer sur un bouton reset chaque matin. Fait que ça vous permet de repartir la journée du bon pied au lieu d'avoir à tout recommencer, si on veut. Puis il y a une étude vraiment cool qui a été faite pour montrer à quel point ça n'a pas besoin d'être compliqué, corriger un cycle circadien. Juste 3 jours en nature, en camping, avec pas de source de lumière artificielle, puis le cycle circadien il est neuf, si on veut. Fait que ça peut vraiment être rapide. C'est juste que là, on parle de vraiment changer son style de vie, de partir en camping en tente, puis d'avoir aucune source de lumière artificielle, mais ça n'a pas besoin d'être long. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Ben, j'aime ça, puis ça en dit long à quel point ça a un gros impact, puis à quel point on est vraiment hors de notre environnement naturel, là, puis à quel point, des fois, de jouer contre ça, ça a des impacts, des multiples répercussions. Puis je trouve ça bon parce que c'est un bon truc. Là, tu vois, on s'en va en vacances familiales bientôt en Europe, puis il va y avoir des décalages horaires et tout. Puis un de nos trucs favoris quand on fait ça, c'est d'aller regarder, aussitôt qu'on a une chance, dépendamment de l'heure qu'on arrive, etc., mais d'aller regarder le coucher de soleil et ou le lever du soleil pour se synchroniser déjà avec le fuseau horaire dans lequel on est rendu. Puis je trouve que ça a fait une grosse différence. Puis je partage ce truc-là souvent à beaucoup de gens. Puis bien évidemment, de mitiger, comme on dit depuis tantôt, là, tout le volet de lumière artificielle autour de ça. En fait, puis même ce que je dirais, comment j'ai le goût de m'en aller vers là même tout de suite. Comment on peut faire dans un monde moderne où est-ce qu'on est bombardé justement de lumière artificielle et tout? Puis je parlerais même ici, bon, en Amérique du Nord, au Québec, avec un hiver qui est souvent aride, on va dire ça comme ça. Pas super que ça, mais quand même qui fait plus froid. Est-ce que tu as des trucs qui reviennent souvent ou des petits tweaks sans justement aller aller en camping à toutes les fins de semaine ou carrément juste aller vivre en forêt sans lumière, etc. Est-ce qu'il y a des petits trucs ici et là, mettons ton top 3, 3 à 5, on va dire ça comme ça, question ouverte, de trucs pour optimiser là, son environnement lumineux puis essentiellement sa santé à travers ça? Oui, ben, le premier, c'est d'aller voir le lever du soleil, peu importe la date de l'année, peu importe la saison, peu importe la température, même qu'il fasse soleil ou pas beau, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait des nuages, qu'il y ait un ouragan. Sortez peut-être pas dans un ouragan, mais au Québec, il n'y en a pas, fait qu'on est correct. Mais peu importe la température, ça va fonctionner. Juste le fait de sortir dehors, où il faut vraiment qu'il y ait absolument rien entre votre œil et le ciel. Donc, pas de lunettes de soleil, pas derrière une fenêtre, parce que ça va venir filtrer le spectre solaire. Vous voulez vraiment être à l'extérieur. Fait que, truc numéro un, c'est vraiment de voir le lever du soleil. Fait intéressant, récemment, il y a une étude qui a été publiée qui démontrait que le fameux cycle de Krebs qu'on apprend en biochimie, Max, qui est en lien avec l'oxydation des graisses, donc juste la perte de surpoids, la perte de poids, dépend d'un gène qui est temporel, donc qui va être façonné par le cycle circadien. Puis le fait de ne pas voir la lumière naturelle matinale va venir dérégulariser négativement ce gène-là. Donc, votre capacité à brûler du gras va être moins bonne juste parce que vous n'avez pas vu le lever du soleil ou le soleil matinal.
Fait que, autre raison d'aller dehors, le maintien d'un bon poids santé. Fait que, truc numéro un, vraiment aller à l'extérieur le matin. Numéro 2, au lieu de prendre des breaks cigarettes durant la journée, prenez des breaks solaires. Fait que même si c'est juste 3-4 minutes, 2-3 fois dans votre journée, à chaque fois que vous allez dehors, vous faites un petit piton reset pour votre cycle circadien, vous le replacez, puis ça permet à votre corps d'avoir les bonnes fonctions au bon moment. Truc numéro 3, une fois que le soleil est couché, d'essayer de mimer le plus possible ce que la nature va vous donner. Fait que là, c'est l'été qui s'en vient au Québec, il fait clair de plus en plus tard, fait que c'est facile après le souper, durant le souper, de ne pas avoir de lumière d'allumée. Comme Max disait, le soleil, l'hiver est plus difficile, puis il va y avoir 3h30 au mois de décembre, il n'y en a plus. Fait que, puis il faut avoir on a une vie, vous avez peut-être des enfants, vous avez des activités sociales. Essayez de remplacer les lumières que vous avez à la maison, soit par des globes qui sont plus de couleur chaude, ambrée. Les globes incandescents sont vraiment mieux que les globes d'ailes. Si vous êtes capable d'en trouver encore, aux États-Unis, ils sont rendus illégaux ou ils se vendent plus. Sinon, il y a les fameuses lunettes que probablement vous avez déjà vues sur Internet qui vous permettent de filtrer la lumière bleue ou une portion du spectre de lumière artificielle. Assurez-vous, une fois que le soleil est couché, que votre lentille est au moins orange foncé. Les lentilles pratiquement transparentes ou jaune pâle ne font pas le travail. C'est pas assez pour bloquer vraiment l'entièreté de la lumière artificielle une fois que le soleil est couché. Puis vous pouvert même aller jusqu'à un vert qui est vraiment rouge foncé. Faites attention, par exemple, parce qu'au début, ça prend une période d'adaptation. Votre œil n'est pas habitué d'être derrière une membrane rouge foncée, puis il y a plus de misère à voir les teintes et les contrastes. Fait que, si vous devez vous promener avec un bébé d'un bras avec plein d'objets au sol, peut-être pas une bonne idée pour commencer. Clairement. Puis, ouais, il y a également des globes qui se vendent de lumière rouge. La lumière rouge, la couleur rouge, c'est la couleur du spectre solaire qui va le moins impacter votre cycle circadien de façon négative. Donc, une fois que le soleil est couché, il n'y a plus du tout de lumière bleue ni de lumière verte dans l'environnement. Il va rester un peu de rouge infrarouge jusqu'à plus tard le soir. Fait que c'est la couleur de lumière qui a le moins d'impact négatif. Fait en plus d'avoir des globes plus de couleur chaude, des globes de lumière rouge seulement peuvent être une bonne option euh, à mettre dans votre environnement pour être capable de continuer à fonctionner dans votre maison ou de lire avant de vous coucher. Ouais, c'est ça. Ben, c'est des bons trucs. Puis moi, je dirais, j'ai une expérience fait vécue par rapport aux lentilles justement plus rouge ambré. Là, le soir, chez nous, les escaliers sont plus foncés, le plancher est plus foncé. Puis c'est arrivé 2, 3 fois de oups, la marche. Fait que clairement, vous êtes avertis. Ça fait attention. Puis ça prend une période d'adaptation également. Mais c'est là qu'on voit vraiment la différence parce que mes premières, là, on parle de là, des années. C'était via l'optométriste justement. Puis il m'avait fait une genre de 2-in-1. Puis je comprends l'idée derrière ça, c'était pour que je puisse fonctionner au courant de la journée et tout. Fait que c'était comme, j'avais une paire de lunettes, puis il y avait un écran pour la lumière bleue. Mais le problème avec ça, c'est souvent justement, le spectre est tellement intense puis grand le soir de la lumière artificielle que, comme tu dis, ça ne fait pas la job qu'on veut que ça aille faire pour surtout maximiser la production de mélatonine, diminuer justement le cortisol et tout ce qui est associé, surtout une fois que le soleil est couché. Fait que c'est super important d'aller chercher des lentilles justement ambrées puis qui bloquent beaucoup plus de lumière. Ouais, puis Maximum. petit truc facile, si vous avez votre lentille devant les yeux et vous êtes capable de détecter des objets de couleur bleue dans votre environnement, ça ne bloque pas assez la lumière bleue. Exact, bon point. J'ai des petites lumières, des petites DEL des fois sur des chargeurs ou des trucs comme ça. Puis des fois, c'est comme quand je les enlève le soir, non seulement je fais comme oh boy, aussitôt que tu les enlèves, c'est comme on dirait que tu as un rush d'adrénaline. Là, ça me fait comme quand je vais faire des sports tard le soir que j'essaie justement de changer dans ma vie récemment parce que ça venait m'amener tellement sur de l'adrénaline. Bon, ça a d'autres bénéfices d'aller faire de l'activité physique et tout, mais le point étant que justement, tu es tellement comme. C'est comme si tu es dans un stade, là, toutes les lumières allumées, ben j'en revenais chez nous, puis j'étais comme OK, parfait, qu'est-ce qu'on fait alors que c'était l'heure d'aller me coucher, puis bref. Fait que c'est un peu la même chose quand tu enlèves ces lumières-là, ces lunettes-là le soir, des fois je vais les utiliser pour lire, puis là, mettons que je vais aller descendre les escaliers, puis je vais aller voir où ce que je m'en vais. Des fois, je vais les enlever, puis je vais faire oh là, c'est donc bien bright ici, là. Fait que puis quand on les met à l'inverse, souvent tout de suite, après quelques minutes seulement, on a un effet, je trouve, d'apaisement. C'est même difficile de, si on va lire un livre, etc., puis que c'est notre bonheur de ne pas s'endormir justement avec ça. Fait que je trouve que c'est un super bon truc, effectivement. Même chose pour les ampoules rouges. Là, si on utilisait ça, on a une petite veilleuse justement dans la chambre des maîtres. Si notre fils il se réveille ou des trucs comme ça ne nous ramène pas trop en mode OK, il est midi, puis ça nous permet de mieux se rendormir ou justement comme veilleuse de lecture. Là, c'est des super bonnes idées et des petits
trucs qui ne nécessitent pas de tout changer au complet, là, des choses Ouais, incroyables. puis c'est ça qui est le fun, c'est que tu peux changer ta lumière une fois, tu l'oublies, tu n'as plus besoin d'y repenser, puis tu continues d'avoir les bénéfices. Puis pour les veilleuses, ben, les gens qui ont des enfants ou même des bébés que vous allaitez, la lumière dans laquelle vous allez le faire va avoir un impact sur leur production hormonale. Fait que les gens qui ont des enfants ou des jeunes enfants, des bébés qui ne dorment pas ou qu'une fois qu'ils sont réveillés, ils ne se rendorment pas, ben, faites attention à ça. Il y a même une étude qui a démontré que si une femme se tire du lait pendant la journée et qu'elle le donne à son bébé durant la nuit, ben, comme il y a les hormones de la journée dans le lait de la journée, ben, le bébé va avoir plus de misère à se rendormir la nuit que si elle y donne du lait qui a été produit durant qu'elle a dormi dans la noirceur. Fait que Wow. la lumière elle a vraiment beaucoup d'impact. Pas juste sur vous, sur les gens autour de vous aussi. Effectivement, puis j'avais vu une autre étude aussi. Là, bon, je vais peut-être un peu la massacrer, mais l'idée, c'est que ce qu'il faisait, il regardait, je pense, la réponse au glucose ou euh, puis il exposait les gens même pas à la lumière du soleil, à la lumière rouge. Là, je pense que c'était un panneau de lumière rouge, des trucs comme ça. Puis tu sais, une quantité, tu sais, un temps, comme tu dis, qui n'est pas genre 1 heure, là, c'était genre 20 minutes. Puis ça changeait drastiquement leur réponse, justement, d'insuline à justement des glucides quelconques ou du sucre, là, je ne me rappelle plus exactement, mais tout ça pour dire que quand tu dis l'impact hormonal, il ne faut pas oublier la fameuse insuline, c'est une hormone, puis comment justement ça fait qu'on répond à notre nourriture. Donc, notre environnement lumineux va carrément impacter notre réponse à notre alimentation. Puis on voit souvent, là, moi, ce que je pense, du moins, le trend beaucoup au niveau des diètes bon, faibles en glucides d'une certaine façon. Puis moi, je réponds super bien à ça, soit dit en passant. Mais je pense qu'il y a une grosse portion de ça qui est de par notre environnement lumineux avec les années. Je suis évidemment beaucoup à l'ordinateur, comme on l'est présentement, etc. le soir. Fait que j'ai essayé de changer ça. Mais je pense vraiment que ça joue pour beaucoup. Puis à quel point ça aide beaucoup de gens à une restriction thérapeutique en glucides, mais potentiellement à cause d'un environnement lumineux suboptimal. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, là. Ouais, l'étude que tu fais référence, c'était l'exposition à la lumière rouge pendant à peu près 20 minutes, ça diminue de 30% la glycémie post-prandiale, donc après un repas. Fait que ça veut dire que la lumière rouge, vous pouvez l'avoir d'un panneau, mais le soleil en émet aussi. Fait que juste le fait de manger le même repas à l'extérieur versus à l'intérieur va aider votre glycémie, va vous aider à mieux digérer, puis il va aider à faire en sorte que votre taux de glucose sanguin va être stabilisé. Fait que pour tous les gens qui ont des problèmes avec leur insuline, juste de changer l'endroit où vous mangez va faire une différence. Puis ça, c'est quand même drôle parce que quand on pense à toutes les études qui ont été faites en nutrition, ben, ça a toujours été fait dans un laboratoire, sous de la lumière artificielle et non au soleil à l'extérieur. Fait que de dire que un diabétique qui va manger, mettons, un paquet de bleuets dans un lab, c'est peut-être pas bon parce que c'est trop de sucre pour lui, mais c'est pas la même chose que de dire que le diabétique qui mange des bleuets au lac Saint-Jean l'été où ça pousse dehors, ça va donner le même résultat. Puis quand tu parles de toi puis de la diète faible en glucides, je pense qu'on avait parlé ensemble, tout le monde a ce qu'on appelle un haplotype de mitochondrie. Donc, la mitochondrie, c'est la partie de la cellule qui produit l'énergie, puis ça provient uniquement de votre mère. Votre père vous en donne pas, il est pas généreux, c'est vraiment juste votre mère qui vous en donne. Puis, à cause de ça, étant donné que ça vient juste de la mère, on est capable de tracer ancestralement d'où ils viennent. Donc, si, exemple, vos ancêtres ont vécu toute leur vie en Afrique ou dans un pays proche de l'équateur, où le soleil est fort, où la température est élevée toute l'année, puis où il y a des glucides, il y a des fruits sucrés toute l'année, bien, vous êtes fait pour être vraiment au soleil, puis tolérer du sucre relativement en quantité quotidienne. Tandis que si vos ancêtres, depuis vraiment, vraiment longtemps, ont migré dans le nord, dans les pays nordiques, et que vous êtes habitué à, il fait froid, il n'y a pas vraiment de soleil, il n'y a pas d'UV, puis je ne sais pas si vous le savez, mais au Canada, l'hiver, il n'y a pas de fruits qui poussent dans la nature. Donc, si vous êtes habitué à pas de fruits, pas de lumière, pas de chaleur, ben vous êtes fait pour être exposé à du froid, puis à manger plus du gras et des protéines que vous pouvez retrouver dans l'environnement via les animaux. Donc, dépendamment de ce que vous avez eu comme mitochondrie, comme haplotype de mitochondrie, votre réponse à la diète de votre voisin ne va pas être la même que celle du voisin. C'est pour ça que de dire que carnivore, c'est bon pour tout le monde, ou cétogène, c'est bon pour tout le monde, pas nécessairement. Puis il y a des gens que cétogène va les aider, puis il y a des gens que cétogène va leur nuire. Parce que si votre haplotype est fait pour l'équateur, ben vous, le fait de manger du sucre ou des glucides va faire en sorte que vos signaux de mitochondrie vont être différents, puis il va vous aider à en produire de meilleure qualité. Fait que, dans votre cas, manger beaucoup de gras, beaucoup de protéines, puis pas de sucre, ça va vous nuire. C'est pour ça que c'est important de faire ce qui est pour votre propre biologie, puis pas ce que
les gens vous disent que c'est bon pour tout le monde. Ça, c'est tellement un bon point, là. J'espère que les gens vont prendre ça en note ou vont le noter mentalement parce que c'est ô combien fréquent. Bon, avec les médias sociaux et tout, voici ce que je mange dans une journée, voici ça. Puis ça veut dire donc, en l'occurrence, que c'est bon pour tout le monde. Mais ça dépend de ô combien de facteurs, comme tu dis, le volet génétique, le volet aussi de notre environnement lumineux. C'est sûr que si je vois un influenceur qui est en Équateur, ça se peut qu'on n'ait pas la même réalité. Moi, si on est au mois de novembre, décembre, ici au Canada. Puis, tu sais, on a touché un petit peu sur comment justement la lumière affecte le volet, cortisol. On n'a pas parlé de tant de mélatonine, mais on est un peu dans le même volet. Les gens sont quand même familiers avec la mélatonine, là, les auditeurs, par rapport à son importance, à sécrétion pour le sommeil profond et la récupération qui s'ensuit. On a parlé un petit peu aussi des mitochondries là, avec le volet du cycle de Krebs et compagnie. Mais on parle souvent de la lumière et de son effet, surtout la lumière rouge, hein, et son effet anti-inflammatoire, puis même l'impact que ça peut avoir sur la santé intestinale, le stress oxydatif et tout. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu plus là-dessus, justement, sur tous les autres volets de l'importance de cette synchronisation-là et de l'impact de ces différents moments-là de la lumière sur les autres fonctions là, du corps. Ou même Ouais. ramener peut-être même un parallèle avec certains cas cliniques fréquents ou des choses que tu vois souvent là, en pratique ou dans ton expérience personnelle. La mélatonine, c'est souvent l'hormone qui est associée au sommeil, mais elle a vraiment beaucoup plus de rôle que juste vous faire dormir. C'est une hormone qui est antioxydante, anti-inflammatoire, anti-cancer. Donc, c'est quelque chose qui vous aide, oui, à bien dormir, mais aussi à rester en santé longtemps. Probablement que beaucoup d'entre vous savez que la mélatonine est produite dans la glande pinéale, mais contrairement à ce qu'on s'est fait dire pendant longtemps, c'est à peu près 5% du stock de mélatonine que vous produisez qui est fait dans votre glande pinéale. Le 95% restant va être fait au niveau de vos mitochondries. Donc, chaque cellule de votre corps qui possède des mitochondries va produire de la mélatonine. La mélatonine va être produite principalement en réponse à la lumière infrarouge et rouge dans votre environnement. Donc, c'est ce type de lumière-là qui va venir activer vos mitochondries à produire de la mélatonine. Puis la lumière UV, qu'au Québec, on va avoir surtout l'été, elle va venir activer votre glande pinéale plus. Fait infrarouge va aider à faire de la mélatonine au niveau des mitochondries. UV va aider à produire de la mélatonine au niveau pinéal. Les deux vont avoir des rôles un petit peu différents. Pour ce qui est de la longévité, votre mitochondrie, elle a comme deux programmes principaux qu'elle va utiliser pour s'assurer que vos cellules puis votre corps restent en santé. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'autophagie. Ça, c'est de prendre les parties de votre cellule, de vos cellules qui sont usées, puis de les détruire, puis de réutiliser le matériel récupéré de ces parties-là pour en créer des nouvelles. L'autophagie, ça va être contrôlé par la lumière infrarouge dans votre environnement. Quand on parle de longévité, on veut s'assurer d'avoir un processus d'autophagie qui se refait à chaque jour pour être sûr qu'on n'accumule pas de parties. C'est comme avoir une voiture, vous voulez aller au garage relativement souvent pour vous assurer qu'il n'y a pas un bris ou quelque chose qui ne fonctionne pas. Même chose avec vos cellules. L'autre programme que vos mitochondries vont faire, c'est ce qu'on appelle l'apoptose. Ça, c'est la mort cellulaire programmée. Donc, quand une cellule devient trop vieille et que c'est plus possible de réparer une ou plusieurs de ses parties, la cellule va faire une mort programmée, donc elle va se suicider pour laisser la place à une cellule plus jeune. Donc, quelqu'un qui a développé un cancer, une tumeur, c'est qu'il y a un groupe de cellules qui n'a pas été assez bien régulé, qui n'a pas fait l'apoptose, puis qui a comme bypassé son temps de vie normale, puis maintenant continue à se reproduire. Fait qu'au lieu de reproduire une cellule jeune vers plusieurs cellules jeunes, mais c'est une vieille cellule qui se reproduit en vieille cellule, le tissu devient dysfonctionnel, puis vous développez une tumeur. Puis l'autophagie, c'est l'infrarouge qui contrôle ça. L'apoptose, c'est contrôlé par les rayons UV. Fait que l'exposition à un spectre solaire complet, qui inclut l'infrarouge puis les UV, vous permet d'avoir une longévité vraiment plus longue. Puis c'est un peu ce qui est démontré dans les méta-analyses qui ont été faites sur l'exposition solaire. Pour les gens qui ne savent pas, une méta-analyse, c'est une revue de toutes les études qui ont été faites sur un sujet, puis on fait un résumé puis une synthèse. Il y en a eu 6 qui ont été faites sur l'exposition solaire, la dernière à date de 2016, je pense. Et la conclusion, c'est que plus vous avez une exposition solaire adéquate, moins vous avez de chances de décéder de n'importe quelle cause de mortalité, incluant le cancer de la peau en passant. Donc, s'exposer au solaire, au soleil, de la bonne façon, c'est vraiment important. Là, tu voulais que je parle des hormones à travers la journée? Oui, mais je suis quand même curieux de justement s'exposer au soleil de façon intelligente. Ça ressemble à quoi? Je pense que c'est un bon point pour les auditeurs, ça.
Ah ben, je pourrais pas aller comme complètement en profondeur dans un podcast parce que ça dépend de vraiment beaucoup de facteurs uniques à vous. Mais la première étape, c'est pareil comme le truc des tantôt, c'est s'exposer au soleil le matin. Pourquoi? Le matin, au lever du soleil, il n'y a pas de rayon UV. Il n'y a pas de risque de brûler, il n'y a pas de risque pour la peau. Et la combinaison de rouge et infrarouge le matin va venir augmenter votre production de mélatonine au niveau de chacune de vos cellules. Donc, partout où votre peau est exposée au soleil, puis ça va préparer votre peau à l'arrivée des rayons UV plus tard. Donc, même les gens qui ont une peau très pâle comme moi, ou même les gens qui sont roux, il y a quand même moyen d'augmenter la protection solaire que vous avez. Fait que si vous y pensez, il n'y a personne ou il n'y a pas un animal qui sort du ventre de sa mère avec du linge, des lunettes de soleil, puis de la crème solaire, puis un chapeau. Fait on est fait pour vivre dans l'environnement avec un soleil. La première étape, c'est vraiment de s'exposer tôt le matin. Tu sais, si vous pensez à un animal ou si vous viviez en nature, ça se ferait naturellement parce que vous seriez dehors. Donc, la production de mélatonine par les rayons rouges, infrarouges au lever du soleil prépare votre peau à l'arrivée des UV plus tard. Une fois que les UV sont là durant l'été, ben, si vous avez passé tout l'hiver en dedans, que vous êtes pas allé dans le sud, puis que vous vivez comme au Québec où il n'y a pas d'UV, ben là, c'est d'augmenter comme graduellement votre exposition. Donc là, je suis pas en train de dire d'aller vous huiler puis de vous mettre 8 heures au soleil. C'est sûr que vous allez avoir l'air d'un homard, puis ça, c'est pas la bonne façon de le faire. Fait on s'expose le matin tôt. Après ça, quand les UV apparaissent, ben là, vous y allez graduellement par petite période. Puis une fois que vous avez ce qu'on appelle un érythème cutané, donc le premier petit signe de ma peau commence à être rosée, c'est un signe que vous avez atteint votre saturation pour la journée. Puis là, à ce moment-là, allez à l'ombre. Restez pas au soleil parce que plus que ça, vous allez brûler. Puis si vous voulez être sûr que votre peau soit belle le lendemain matin, ben, une fois que vous arrivez proche du coucher du soleil, encore une fois, pareil comme au lever, il n'y a plus d'UV, mais il reste encore des rouges, infrarouges. Donc, vous pouvez avoir une autre production de mélatonine qui va aider à réparer les dommages qui ont été faits par les UV durant la journée. Donc, s'exposer avant les UV puis après, ça vous permet d'avoir une protection durant le moment où les UV sont là. Super bien dit. Puis, tu sais, il parle souvent de solar callus là, ou de la corne en bon français, comme sur les mains, ou quelqu'un qui joue de la guitare, des trucs comme ça. L'idée, c'est de justement, surtout ici, avec un hiver où est-ce qu'on n'a pas de soleil ou presque, on devient très blanc, on va dire ça comme ça. Puis quand on revient au soleil au printemps, c'est là que le plus grand des coups de soleil, le plus de coups de soleil arrivent souvent. On se fait prendre par surprise. Puis c'est là qu'on justement une exposition un peu plus intelligente ou d'y aller de façon progressive pour rebâtir cette résistance-là, d'une certaine façon, puis cette adaptation-là. Je pense que tu l'as bien nommé, là, à ne pas oublier. Puis souvent, les gens vont justement penser beaucoup soleil, vitamine D, mais là, je pense qu'on est en train d'illustrer lentement mais sûrement que ça va bien au-delà de la vitamine D, là, le rayonnement solaire. Fait que les gens, des fois, sont comme OK, je prends ma vitamine D, je ne suis pas obligé de m'exposer au soleil, etc. Je pense qu'on de par ce qu'on vient de discuter, tout l'engrenage sur tous les processus physiologiques, c'est pas parce qu'on prend nécessairement juste une supplémentation de vitamine D et que nos niveaux sont beaux que tout le reste est correct aussi. Ouais, exact. Puis pour revenir à la protection solaire, ça n'a pas besoin, c'est vraiment pas si compliqué que ça quand vous savez comment le faire, puis ça peut quand même aller assez vite. Pour vous donner un exemple, moi, avant que je connaisse la lumière, je sortais 5 minutes dehors, puis je brûlais, puis j'étais rouge pendant 3 jours, je pleumais, je bronzais pas, puis il fallait que je recommence. À cette heure, cet hiver, j'ai été avec ma blonde 2 semaines au Salvador. J'ai passé tout l'hiver à pas voir de rayons UV, il n'y en avait pas au Québec. Puis là, j'arrive dans un environnement où l'indice UV est comme à 11-12, il est vraiment élevé, puis le soleil tape toute la journée. Ben, j'ai passé 2 semaines au Salvador sans avoir besoin de crème solaire, sans avoir besoin de me mettre à l'ombre toute la journée. J'ai pas brûlé, j'ai bronzé, puis ça a super bien été. Fait que même si vous avez une peau pâle pour commencer, il y a moyen d'habituer votre peau. C'est comme n'importe quel muscle que vous essayez d'entraîner. Il y a moyen de retrouver une tolérance, si vous voulez. J'aime ça. Pour, vas-y, Max. Vas-y. Pour la vitamine D, effectivement, malheureusement, c'est pas si simple que de prendre un supplément de vitamine D. C'est pas la même chose. Puis quand le soleil touche votre peau, il va créer au-dessus d'une centaine de métabolites différents, donc pas juste de la vitamine D. Il y en a beaucoup là-dedans qui vont avoir un effet sur votre système immunitaire. En plus de la vitamine D, le soleil va vous amener beaucoup plus de bénéfices que ce que vous retrouvez dans un supplément. 100%. Je trouve ça super bien dit.
Puis, justement, as-tu des exemples concrets? Y a-tu justement des exemples soit avec les patients, clients ou ton expérience personnelle que justement, c'est là que tu as vu des bris de plateau ou des exemples ou des go-to quand vous ressentez ça, hey, ça vaut la peine. Tu sais, je pense que pour tout être humain, à la lumière de notre discours et de ce que tu nous as partagé, on comprend la pertinence de on a évolué sous le soleil, on doit quand même sortir dehors. Là, je pense que c'est le gros message à retenir aujourd'hui là, de notre discussion. Mais est-ce que tu as des exemples un peu plus concrets ou fréquents que tu vois là, dans ton quotidien? Oui, j'en ai vraiment beaucoup. Celui que les gens vont voir souvent le plus rapidement, c'est le sommeil. Quand c'est pas quelque chose qui est... c'est une des choses qui est les plus rapides à régler en clinique quand les gens changent leur exposition lumineuse. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer, mais une des premières, ça va être le sommeil. Je vais expliquer un truc en lien avec le POMC avant de donner des exemples, parce que sinon, ça va avoir l'air comme vraiment trop beau pour être vrai. Il y a un gène dans le corps humain qu'on appelle POMC, POMC. Puis c'est un peu comme de l'eau d'érable dans le sens qu'une fois que ce gène-là est activé, il peut devenir comme plusieurs sous-produits. Puis le POMC va devenir la bêta-endorphine, donc une molécule pareille comme n'importe quel opioïde qui vous aide à gérer la douleur, à améliorer votre humeur. Ça va devenir des encéphalines qui aident votre système immunitaire à bien fonctionner, en plus de la vitamine D. Ça va devenir de l'alpha-MSH, qui est une hormone qui vous aide à bronzer, avoir une libido puis un niveau d'énergie normal, puis à contrôler un poids santé. Puis ça va aussi devenir de la dopamine, qui est un neurotransmetteur pour la motivation, l'humeur, le plaisir, etc. Ce que je vois souvent en clinique, la gestion de la douleur, étant donné que le soleil vous aide à produire de la bêta-endorphine, bien, pour la même condition douloureuse, pour la même condition inflammatoire, vous allez ressentir beaucoup moins la douleur que si vous voyez jamais le soleil puis votre cycle est désynchronisé. Sinon, une des choses que moi j'ai remarqué, que ma blonde a remarqué, l'été, quand vous passez beaucoup de temps dehors, souvent les gens ils ont moins faim. Simplement parce que vos mitochondries vont littéralement se nourrir des particules lumineuses, des photons de lumière qu'il y a dans votre environnement. Puis la lumière du soleil va permettre d'augmenter la vitesse de production dans vos mitochondries d'ATP, la molécule d'énergie dans votre corps. Puis une fois que vos mitochondries baignent dans la lumière du soleil, bien, la pompe qui crée de l'énergie, elle tourne à une efficacité de 100%. Il n'y a aucune perte. Ça, il n'y a aucun moteur dans l'histoire de l'humanité qui est capable d'accoter ça. Donc, souvent, on a moins faim parce que notre production énergétique est meilleure, donc on a moins besoin d'aller chercher d'électrons dans la nourriture qu'on mange. Ça aussi, c'est souvent quelque chose que je remarque en clinique ou personnellement. Pour moi, ça en dit long à quel point c'est ô combien important. Puis, tu sais, pour les gens, ce qui me vient quand je pense à ça, c'est comme, OK, l'été, l'été est arrivé, ça s'en vient, c'est plus facile de sortir, on a le goût de sortir, etc. Mais mettons, l'hiver, je sais pas si tu as des trucs pour justement quand tu coaches les gens là-dessus. Je me rappelle, tu m'as donné un super bon truc, je dirais qui est plus valide pour moi, du moins pour l'automne, printemps, quand il fait pas trop froid encore ou trop chaud dehors, c'est carrément de craquer une fenêtre pour laisser passer du rayonnement justement du soleil. Parce que les gens, on va se le répéter, là, mais s'il y a une fenêtre qui vient filtrer, d'où l'importance dehors, si on va aller voir une bonne exposition au soleil et tout, d'enlever soit nos lunettes, bon, dans la mesure du sécuritaire, dépendamment de votre vision et tout, mais le point étant que si on est à l'intérieur, même si on est en télétravail, dans un bureau vitré, un solarium, peu importe, si on n'a pas cette luminosité-là directe, puis ce que tu m'as donné comme truc, c'était juste de craquer la fenêtre, des fois, pour laisser suffisamment de soit chaleur ou froid rentrer, s'échapper, peu importe, mais d'avoir ces bénéfices-là sans avoir à nécessairement aller travailler sur un laptop dehors, alors que ça devient plus compliqué là, avec l'éclairage. Ah ouais, donc. Ouais, souvent, les gens ils ont plus de difficulté à comprendre l'effet de la fenêtre. Votre œil ne voit pas la différence vraiment entre intérieur et extérieur si vous êtes devant une fenêtre parce que tout ce que votre œil détecte, c'est de la lumière visible. Puis elle est capable de passer à travers la fenêtre. Par contre, si vous aviez un spectromètre ou une caméra qui était capable de détecter les rayons UV et infrarouges, vous verriez que le spectre extérieur-intérieur est vraiment différent. Puis pour vraiment avoir les bénéfices, vous avez besoin du spectre complet. Fait que, comme je disais au début, comme la lumière a un effet non linéaire, une petite dose peut faire un gros effet. Ben, même si vous ouvrez juste une petite craque de la fenêtre dans votre bureau, dans votre voiture ou juste le toit ouvrant, juste le fait qu'il y ait un petit faisceau lumineux qui puisse rentrer de l'extérieur, ça rebondit un peu partout dans votre environnement. Votre œil est capable de le détecter, puis votre horloge interne elle reste synchronisée. Donc, pour l'hiver,
Il y a ça qui est possible. Ben, vous pouvez le faire l'été aussi, évidemment, là, mais pour l'hiver, il y a ça qui est possible, même quand il fait moins 30, de temps en temps, ouvrir la fenêtre un petit peu. Sinon, de prendre des breaks solaires, justement, puis de dire, je vais aller prendre une marche, même si c'est 5 minutes, ça va faire une différence. Euh, 75 à 80% de l'effet de la lumière va passer via votre œil, le reste va passer par la peau. C'est pas tout le monde qui est prêt à moins 35 au Québec avec le facteur humidex d'aller s'exposer en bobette dehors pour que toute la peau soit exposée aux rayons du soleil. Mais plus vous pouvez exposer de peau en restant décent pour vos voisins, mieux c'est. Puis c'est normal au début, si vous n'êtes pas habitué d'avoir vraiment froid puis de juste avoir comme les yeux qui sortent de votre manteau puis de votre tuque puis de votre capuche, mais tranquillement pas vite, vous devriez être capable d'exposer de plus en plus de peau. Puis il y a un effet systémique via l'œil, mais il y a aussi un effet local via la peau. Donc, c'est important d'exposer de façon sécuritaire le plus de peau possible à la lumière naturelle du jour parce qu'il va avoir un effet local. Pour prendre un exemple, ben, la thyroïde qui est derrière la peau du cou, qui est vraiment comme à ça derrière la peau du cou, ben, c'est une des glandes qui est souvent le plus exposée à la lumière, naturelle ou artificielle, de par son exposition. C'est rare qu'à l'intérieur, on a le cou camouflé par des vêtements. Fait que c'est souvent une des glandes du corps humain qui va être le plus exposée à la lumière artificielle par la télévision, l'écran d'ordinateur ou le cellulaire. Puis depuis comme 30 ans, c'est une des glandes qui devient le plus problématique qu'on voit en santé. Fait que des cas d'Hashimoto, en 1980, il n'y en avait presque pas. Puis maintenant, on en voit une quantité industrielle. Une des raisons, ce serait l'oxydation de cette glande-là par l'effet de la lumière artificielle. Fait à l'inverse, si vous allez dehors, même s'il fait froid, si vous êtes capable d'exposer votre cou à la lumière du soleil, mais cette glande-là en soit des bénéfices. Fait même si c'est l'hiver, le plus de peau que vous êtes capable d'exposer, le mieux c'est. Puis il y a différentes façons d'augmenter votre tolérance au froid, mais d'y aller graduellement, c'est toujours une bonne idée. Puis l'hiver, encore plus important, c'est de rester vraiment synchronisé avec le cycle lumière-noirceur dans la nature. C'est normal l'hiver d'avoir plus de noirceur parce qu'il y a moins d'heures d'ensoleillement. Ça fait en sorte que votre cerveau, votre corps va relâcher plus de mélatonine que l'été. Puis la mélatonine a un effet vraiment anti-inflammatoire, anti-cancer, comme je disais tantôt. Ça va venir comme balancer un peu la manque de production de vitamine D que vous avez durant l'été. Fait que l'été au Québec, c'est vraiment la vitamine D qu'on veut maximiser. Puis l'hiver, c'est vraiment la production de mélatonine par être dans la noirceur, donc filtrer la lumière artificielle, faire attention à quoi vous vous exposez. Exact, mais je trouve que c'est super bon, puis important de le rappeler encore une fois, la mélatonine, on en parle, comme tu dis, ça a plein d'autres fonctions que juste le fameux sommeil qu'on entend parler pour le jet lag, un supplément de mélatonine, ça nous aide à nous endormir et tout, cool, mais après ça, de comprendre que justement, oui, la glande pinéale, mais après ça, toutes nos cellules également avec les mitochondries et tout, puis les multiples répercussions sur tous les processus, dont l'inflammation, le feeling good, le volet immunitaire, comme on a mentionné, c'est super important, puis ben, ça passe par sortir dehors. C'est ça que je trouve qui est le fun, puis j'aime l'analogie du pause cigarette, ben juste pause soleil, tu sais, allez, allez dehors avec votre ami qui fume une cigarette, mais tenez-vous un peu plus loin, mais prenez du soleil, profitez-en pour la pause. Moi, c'est ça que j'essaie de faire le plus possible, d'aller dîner. Des fois, c'est un peu plus compliqué. Je vais dîner, puis là, je vais sortir dehors, puis je vais aller au parc ou des trucs comme ça, dépendamment de mes journées cliniques. Mais sinon, de prendre le plus de petites pauses, puis plus on accumule de minutes, plus on accumule de justement de bénéfices associés à ça. Fait que je pense que c'est un petit truc très facile à implémenter au quotidien, qui ne coûte pas grand-chose, qui ne coûte absolument rien au Tout le fait. monde y a accès. Exactement. Puis, tu sais, on voit souvent, là, tu sais, j'avais cette question-là, en fait, pour toi, là, les fameux panneaux infrarouges, là, j'en vois de plus en plus passer et tout. Les bénéfices de la lumière rouge, très cool, tu sais, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette lumière, ce spectre-là, qui est le spectre, bon, dépendamment du panneau qu'on achète, mais il est dans le soleil, là, il est inclus dedans, il est gratuit, il est accessible. Est-ce que, justement, je suis curieux d'avoir ton opinion ou l'utilisation que tu peux voir pour ce genre de panneaux-là ou les bénéfices ou quand les utiliser peut être une bonne idée versus moins? Ben, en fait, à chaque semaine, il y a une nouvelle étude qui sort sur la photobiomodulation, donc l'utilisation de la lumière pour différentes conditions de santé, que ce soit la qualité de la peau, des cheveux, l'énergie, la gestion de la douleur, le renouvellement du collagène. Ça a vraiment beaucoup, beaucoup de bénéfices. Il n'y a pas de remplacement au soleil, donc choix numéro un, vraiment, exposez-vous plus au soleil si vous y avez accès. Après ça, ben, les panneaux de photobiomodulation peuvent devenir une option pour les moments où il y a plus de noirceur.
Pourquoi moi je l'utilise beaucoup en clinique, les commotions. Souvent, ça va aider mes cas de commotion à venir vraiment plus rapidement quand j'expose le cerveau directement à cette lumière-là. Pour les gens qui se disent, ouais, mais là, si je mets une lumière rouge sur ma peau, c'est quoi le rapport avec mon cerveau? Les rayons infrarouges peuvent pénétrer plusieurs centimètres dans votre corps. Donc, même si vous avez un crâne, normalement, puis c'est comme quand même assez épais un crâne, ben cette lumière-là va pénétrer puis va atteindre vos neurones. Puis cette lumière-là va augmenter l'efficacité de vos mitochondries. Donc, chaque tissu qui va être exposé va avoir une augmentation de sa production énergétique. Puis, pensez à n'importe quel symptôme ou maladie que vous connaissez, les mitochondries sont impliquées dans 95% des cas. Fait que si, exemple, votre cœur commence à manquer d'énergie, ben là, vous souffrez d'insuffisance cardiaque. Si vos muscles en manquent, ben là, on peut parler de fibromyalgie, par exemple. Ben, chaque tissu a besoin d'une production énergétique adéquate pour bien fonctionner. Puis, ce type de panneau-là va vous permettre d'augmenter la production d'énergie des mitochondries et de mélatonine où vous êtes exposé. Fait qu'il y a des petits panneaux qui se vendent où si vous avez une blessure, vous pouvez exposer la blessure directement. Puis sinon, mais vous pouvez acheter des panneaux vraiment plus grands où là, tout le corps peut être exposé plus facilement. Puis la différence entre justement ce genre de panneau-là, puis mettons l'utilisation d'un sauna infrarouge, par exemple, soit full spectrum ou far infrared, etc. J'ai pas mes traductions sous la main, mais bref. Les deux vont s'entrecouper un peu, les épées peuvent se ressembler. L'objectif d'un sauna infrarouge, souvent, ça va être plus de détoxifier, donc de faire suer pour éliminer les toxines. Les panneaux, puis les longueurs d'onde vont être plus loin dans l'infrarouge qu'un panneau de photobiomodulation. Le but d'un panneau de photobiomodulation, c'est vraiment d'augmenter la production de mélatonine et le niveau énergétique des cellules qui sont exposées. Fait que, voyez-les plus comme détente, détoxification versus augmentation de mélatonine, qualité de peau, puis niveau d'énergie. Mais les deux sont excellents. Si vous pouvez combiner les deux, c'est encore meilleur. Mais il y a une petite différence entre les deux. Cool. C'est ça, parce que c'est souvent des questions qu'on me pose, en fait. Puis, tu sais, moi, je fais mon propre processus, j'essaye beaucoup de choses, j'aime ça, l'expérimenter et tout. Mais après ça, d'avoir un peu l'heure juste puis la réelle distinction, j'étais vraiment curieux d'avoir ton input là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas couvert qui seraient quand même importants aux gens, pour les gens comme fil conducteur là, vers tout ça, qui pourrait être intéressant à retenir, qu'on a moins exploré aujourd'hui, selon toi? Avec l'actualité d'aujourd'hui, on pourrait parler de la gestion du poids avec toutes les Ozempic et sémaglutides de ce monde. C'est une des hormones les plus importantes dans le corps humain, c'est la leptine. Ça agit un peu comme la jauge d'essence de votre voiture, donc ça permet à votre cerveau de comprendre c'est quoi la quantité d'énergie qui est présente dans votre corps. Donc c'est quoi la quantité d'électrons, c'est quoi la quantité de gras qui est disponible s'il n'y a pas de la nourriture à portée de main pour être capable de survivre et faire ses fonctions normales. Cette hormone-là est stockée dans votre gras sous-cutané. Donc, partout en dessous de la peau où il y a du gras, la leptine va être comme cachée là. Elle va lire l'information qui se passe dans votre corps durant la journée. Elle va synchroniser avec le cycle lumière-noirceur. Une fois que vous êtes couché, après quelques heures de noirceur et quelques heures sans avoir mangé, la leptine va monter à l'hypothalamus dans le cerveau puis va informer votre cerveau des réserves de graisse disponibles. Donc, imaginez que ce mécanisme-là, il ne fonctionne plus. Votre jauge d'essence dans l'auto, elle ne marche plus. Vous ne savez pas quelle quantité d'essence qu'il y a de présent. Qu'est-ce que vous allez faire? Chaque fois que vous allez prendre l'auto, vous allez le tanker pour être sûr que vous ne manquerez pas de gaz. Et vous allez rouler moins vite au cas où que vous manquiez de gaz. Le corps humain va faire exactement la même chose. Il va vous donner envie de manger beaucoup plus souvent. Il va diminuer son métabolisme pour être sûr de garder l'énergie en cas de famine. Donc, la leptine, c'est souvent une des hormones qui fonctionne moins bien chez les gens qui ont une composition corporelle inadéquate, que ce soit un surplus de poids ou que vous soyez vraiment trop maigre, donc pas assez de masse musculaire, pas assez de gras non plus. Donc, cette hormone-là, chez beaucoup de gens, on peut dire dysfonctionnelle, et c'est une des principales hormones qui va changer avec votre exposition solaire. Donc, une autre raison de bien vous exposer à la lumière naturelle durant le jour et à la noirceur le soir. Parce que s'il n'y a pas de noirceur le soir, puis pour vous donner une idée de ça veut dire quoi noirceur le soir, là, quand vous êtes dans votre chambre à coucher, si vous êtes capable de voir vos doigts bouger, c'est pas assez noir. Il y a des études qui ont démontré que juste un petit laser derrière le genou, votre œil ne le voit même pas, là. Juste un petit laser derrière le genou, puis votre production de mélatonine diminue, puis votre cycle circadien, il change. Donc, c'est vraiment important d'être dans une chambre pitch black pour vous assurer d'être noirceur totale.
À ce moment-là, la leptine peut monter dans votre cerveau, informer votre cerveau des réserves de graisse disponibles, puis ça va activer ou désactiver votre métabolisme dépendamment de ce que vous avez besoin. C'est tellement bon, merci pour cette précision-là. Tout le long, j'étais comme ah yes, je suis content qu'il en parle, je suis content qu'il en parle. T'es vraiment un bon vulgarisateur, je trouve. Connaissant un peu là, toute la profondeur de tes connaissances sur le sujet, je trouve que tu l'amènes vraiment bien. Puis je trouve ça très, non seulement digeste, mais tu peux bien l'expliquer, puis même référence scientifique à l'appui, là, j'adore ça. Merci vraiment beaucoup. Euh, Puis, pour vas-y. compléter sur la Oui. leptine, là, puis tu as sûrement des patients comme ça en clinique, là, les gens qui ont des troubles de thyroïde ou qui ont vraiment un problème de gestion d'insuline, puis que peu importe ce qu'ils essayent, ça fonctionne pas, ben des fois, ça fait 10 ans qu'ils sont résistants à la leptine sans le savoir, puis ils travaillent pas nécessairement sur le bon problème. Fait que si vous remontez à la source, puis vous corrigez la leptine, souvent, la cascade hormonale va s'améliorer de par elle-même. J'adore ça. Puis c'est tellement vrai parce qu'on a eu déjà ces discussions-là ensemble, là, justement, en parlant de certains cas cliniques ou des trucs comme ça. Puis tu sais, ça revient autant pour les gens, le public général, mais que les praticiens aussi. Tu sais, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Je répète souvent ça, mais puis tu l'as dit d'entrée de jeu tantôt. On ne peut pas faire ce qu'on ne sait pas, puis on ne peut pas être au courant de ce qu'on ne sait pas par rapport à telle mesure à employer pour notre santé, pour s'aider, etc. Puis même chose comme praticien, comme thérapeute, si on n'a pas fait le lien encore ou vu à quel point, quelle ampleur ça peut avoir l'environnement lumineux sur tous les systèmes du corps, on peut y aller souvent avec les outils qui nous sont familiers, que ce soit des outils biomécaniques, biochimiques, des changements, la nutrition, la supplémentation, etc., qui sont tous des super outils. Mais je trouve que c'est vraiment un outil de régulation de notre corps pour notre santé qui est ô combien méconnu, mais qui gagne ô combien à l'être. Je dirais, là, en conclusion même, si on avait à récapituler, mettons, là, demain matin, là, les gens, ou tantôt, je ne sais pas il est quelle heure là, quand ils vont écouter l'épisode, mais comment dès aujourd'hui, ils peuvent implémenter 3 actions concrètes. On en a mentionné quand même quelques-unes tantôt, mais si on veut réitérer pour rendre ça digeste, simple, qui vont optimiser le plus leur potentiel de santé dès aujourd'hui, ce serait quoi? Règle générale, garde en tête plus de lumière naturelle durant le jour, puis noirceur le soir. Fait que, action numéro 1, comme on le mentionnait tantôt, exposez-vous au lever du soleil. Là, le lever du soleil au Québec commence à être tôt. Pour ceux qui n'aiment pas se lever tôt et qui ont besoin de snoozer 25 fois avant de se lever, ça va se faire naturellement. Donc, du moment que vous vous levez, même si c'est avec une alarme puis qui est rendu 8 heures, sortez dehors, puis le signal, la constance du signal, c'est ce qui est le plus important. Donc, vous êtes mieux de le faire 3 minutes chaque jour que 2 heures une fois par semaine. Puis si vous faites ça chaque jour, à force de vous lever puis d'aller dehors directement, ben, tranquillement, pas vite, vous allez remarquer que oh, je commence à me lever plus tôt, même sans alarme. Puis naturellement, vous allez vous lever avec le lever du soleil. Étape numéro 1, allez vous exposer au soleil le matin, peu importe l'heure à laquelle vous vous réveillez. Ça va vous permettre de faire un reset sur votre cycle circadien. Étape numéro 2, autant que possible, du moment que le soleil est couché, essayez de mimer ce que vous retrouvez en nature. Fait que, assurez-vous d'avoir des globes qui sont plus chauds, rouges, puis de porter des lunettes qui viennent filtrer la lumière artificielle. Puis étape numéro 3, je dirais, maximiser la noirceur durant la nuit pour vous assurer que votre réparation, votre sécrétion de mélatonine se fait d'hormones de croissance pour que le matin, vous vous leviez avec une récupération optimale. J'adore. Je pense que c'est vraiment facile, c'est vraiment pas trop compliqué, pas trop de gros investissements, de changement de notre structure de vie, etc. Puis après ça, tous les autres petits tweaks, c'est du bonus. Mais ces 3-là, je pense que tu les as bien. C'est pas mal ce que j'aurais nommé également. Là. Puis un beau rappel, un beau wrap-up. Puis je trouve que tu nous as bien exposé toutes les ramifications que les gens pouvaient justement potentiellement ne pas être au courant. Je pense que c'est super bien fait de façon claire, concise et très compréhensible pour tous. Là. Si les gens ont des questions, ils veulent en savoir plus sur ce que tu fais, s'ils veulent te rejoindre ou autre, je ne sais pas si justement tu es disponible pour répondre à ces questions-là, ça te bien à l'aise, mais le point étant, justement, si les gens veulent en savoir plus ou savoir comment te rejoindre, y a-tu une façon qui est plus simple qu'une autre? Ouais, les signaux de fumée, c'est vraiment ce qui marche le mieux avec moi. Non, j'ai pas de médias Pas sociaux, d'ordinateur. je me tiens pas sur les plateformes de médias sociaux, mais vous pouvez aller sur j'ai créé un site web justement pour les gens qui me posaient ces questions-là, précisionsanté.com. Vous avez différentes informations. Vous avez aussi un guide disponible qui va un peu
vous rappeler les éléments qu'on a parlé aujourd'hui. Fait que si jamais vous voulez pas réécouter l'épisode 25 fois, si vous voulez, tant mieux. Mais si vous voulez juste comme à une page, les points clés, c'est disponible. Puis vous avez aussi une forme, un formulaire de contact si jamais vous avez des questions pour me contacter. Super, hey, merci infiniment, Michel. C'était tellement informatif. J'ai trippé tout le long. Moi, j'étais comme les gens qui l'ont en vidéo, vous allez voir tout le temps mon petit sourire d'enfant passionné, etc. Là, j'ai vraiment apprécié notre discussion. Je trouve ça ô combien le fun qu'on ait cet épisode-là en français, puis aussi bien articulé. Là, merci infiniment. Pour les gens qui ont des questions ou quoi que ce soit, je vais tout mettre ce que Michel vient de nous dire aussi dans les show notes avec les ressources et le site de Précision Santé. Puis, au plaisir, mon cher. Si tu as d'autres questions, ça va me faire full plaisir. On s'en fera soit un épisode ou on fera un genre de Q&A ou un truc comme ça. C'est vraiment toujours un plaisir de m'entretenir avec toi. J'apprécie vraiment beaucoup. Donc, passe une Merci super à belle toi, journée. man. Merci encore d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui te remercie. Merci.